On va maintenant largement revenir sur le souvenir de Jean-Paul Belmondo qui nous a donc quittés aujourd'hui avec Thomas Borez, notre monsieur cinéma, et nos invités, l'actrice Avia Herzi, l'historien du cinéma Laurent Chollet ou encore le biographe de Jean-Paul Belmondo, Laurent Bourdon. On va commencer avec vous, Laurent Bourdon. Bonjour. Vous avez écrit une biographie intitulée Définitivement Belmondo. Comment est-ce Et qu'on oui, oui, oui. devient Belmondo? Ah, alors on devient Belmondo parce qu'on a déjà une personnalité étonnante, un petit peu différente de ceux qui font à peu près le même métier que vous. Il faut dire qu'il est né dans une famille, alors une famille assez bourgeoise, hein. Son père était le fameux sculpteur Paul Belmondo, qui l'a vraiment aidé, accompagné. C'était un peu bizarre ce petit garçon qui disait ah, je veux faire du théâtre. C'était le théâtre à ce moment-là, hein. Et puis avant il avait dit de la boxe, et puis même avant il voulait être paysan il était parti en Auvergne pour problème de santé. Pendant un an il a partagé la vie des gens du coin, et il a envoyé une lettre à son père et à sa mère en écrivant ça y est, j'ai trouvé ma vocation, je veux être paysan. Et puis finalement là-bas justement, c'est là qu'il a trouvé sa vraie vocation. C'est que dans les foires, dans les fêtes, il a remarqué qu'il faisait rire, que les gens le regardaient, et c'est ça qui lui a donné C'est ce donc goût par le du rire, spectacle. c'est par Oui, le oui, oui, rire qu'il a absolument. eu envie de Et, faire du et cinéma, lui qui était si sérieux au début voilà. de sa Alors, carrière. oui, oui, sauf que le cinéma, c'était pas du tout dans son idée, hein. Il voulait faire du théâtre, et il a fait le conservatoire. C'est un déchirement pour lui de ne pas avoir eu de prix à la sortie du conservatoire. Il n'a eu qu'un rappel d'accessit, ce qu'il a trouvé extrêmement méchant et pas gentil. Enfin bref, il en a toute sa carrière. Il l'a dit plus tard que vraiment il avait voulu se venger, ou en tout cas de dire à à tous ceux-là, eh ben voyez, j'y suis arrivé quand même, parce que lui, son idée, c'était de faire son entrée, ses premiers pas à la Comédie Française. Quand on avait un prix au conservatoire, les portes de la Comédie Française s'ouvraient. Là, elles se sont refermées, et ça a été vraiment un drame. Et puis, il a fait du théâtre avec, par exemple, Grenier Husneau, un petit peu. Il a travaillé avec eux, il a fait pas mal de théâtre. Et puis, le cinéma est arrivé. Mais même quand le cinéma est arrivé, avec évidemment À bout de souffle, avec À double tour, qu'il ne faut pas oublier, le film que Chabrol avait tourné avant À bout de souffle, même quand le cinéma est arrivé, je suis tombé sur énormément d'interviews de Belmondo qui expliquent que oui, oui, bon, là, il vient de sortir un film, mais alors à la rentrée prochaine, je serai sur scène, etc. Et puis ça ne se faisait pas. Et la dernière fois qu'il a failli monter sur scène, c'était pour jouer la première pièce de Françoise Sagan, Le Château en Suède, avec Philippe Noiret. Et à ce moment-là, Jeanne Moreau l'a appelé pour jouer dans Moderato Cantabile, un film dont il n'a aucun bon souvenir, sauf les moments avec Jeanne Moreau. Mais le réalisateur lui a posé quelques problèmes, et il a dit à Barsac, le metteur en scène de Château en Suède, écoutez, non, je ne peux pas, j'abandonne. Et Barsac, c'est un grand monsieur de théâtre, propriétaire de l'atelier, lui a dit, Jean-Paul, tu ne remettras plus jamais les pieds sur une scène si tu quittais. Et voilà, il est parti. Et effectivement, pendant 28 ans, je crois, avant Keane, il n'a jamais remis les pieds sur une scène. Mais c'était vraiment ça au départ. Et puis le cinéma l'a embarqué. Laurent Bourdon, Thomas Borez qui nous a rejoint avait une question pour vous sur Belmondo. Oh là là. Oui, non, non, Je c'est suis pas ça. cru. C'est qu'il y a une légende qui court comme quoi, quand Godard l'appelle pour retourner avec lui, hein, parce qu'ils avaient fait un petit film ensemble avant, mais pour tourner à bout de souffle, Belmondo lui aurait dit non, non, moi j'ai plus envie de faire du cinéma, le cinéma c'est pas très sérieux. Et c'est Jean-Luc Godard qui l'aurait convaincu eh bien, d'accepter de jouer dans À bout Bon. de souffle. Bah, écoutez, moi je ne connais pas bien cette anecdote, mais je peux vous dire que lui a bataillé pour faire ce film par rapport à son agent, qui était Blanche Montel à l'époque, je crois bien, et qui lui disait, mais non, mais attends, il avait un contrat quasiment avec Duvivier pour un film dans lequel finalement il va être remplacé par Pierre Mondy. Il y a Jean-Pierre Léaud dans ce film, le titre m'échappe à l'instant, mais on va le retrouver. Et donc il l'a quand même fait. Cependant, pendant le tournage, il disait à tout le monde, à sa femme, à tout le monde, mais non, mais de toute façon, le film ne sortira jamais. C'est pas possible. C'est vrai que Godard avait une façon de tourner un peu sidérante, et de temps en temps, toute l'équipe était là, début d'après-midi. Non, je n'ai pas d'idée, on fera ça demain. Donc c'était quand même, lui, il a passé des bonnes vacances sur le tournage, mais il pensait que le film ne sortirait jamais. Jane Sibert, qui venait des États-Unis, avec Otto Preminger qui l'avait dirigé, était un petit peu affolé de voir comment tournait ce film. Et puis finalement, c'est vraiment ce film qui a
déclenché. Il a raconté qu'il avait été obligé de changer de numéro de téléphone. Enfin, c'est devenu une star du jour au lendemain. En mars 60, le film sort et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que une semaine plus tôt sortait Plein Soleil, où on découvre Alain Delon. Donc ils vont avoir une carrière, ils vont se suivre, ils vont tourner ensemble un film qui s'appelle Sois belle et tais-toi avec Mylène de Mongeau, dans lequel ils jouent chacun des petits voyous d'une bande comme ça. Et alors il y en a un des deux qui est toujours au café, dans les bras de sa copine, et voilà. Et il y en a un autre qui au contraire fait le coup de feu, escalade le pavillon, la façade du pavillon du méchant, enfin bon, puis se bagarre avec lui, tire des coups de feu. À votre avis, lequel des deux, qui fait quoi, Delon ou Belmondo? Eh bien, évidemment, non, c'est Belmondo qui reste dans le café avec sa copine, et c'est Alain Delon qui montre des muscles assez saillants et escalade les façades. C'est assez curieux. Et puis, évidemment, après, il y aura Borsalino. Laurent Bourdon, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces souvenirs de Jean-Paul Belmondo. On est en ligne avec Avia Herzi, immense actrice qui a partagé l'affiche avec Jean-Paul Belmondo lors de son dernier film, Un homme et son chien, réalisé par Francis Huster en 2008. Jean-Paul Belmondo avait à l'époque déjà été atteint par cet AVC qui l'avait paralysé en 2001. Quel souvenir, Avia Herzi, vous gardez de ce tournage ? Bonsoir. Alors, j'en garde un merveilleux souvenir, une magnifique rencontre avec Jean-Paul, un grand homme, un magnifique exemple, un grand acteur, vraiment inoubliable, vraiment. On le savait très affaibli depuis cet AVC. Il avait cette volonté farouche de continuer à jouer. Ah oui, déjà à l'époque du tournage d'Un homme et son chien, il venait juste de faire son AVC, il était très faible, très fatigué, et même quand la caméra n'était pas sur lui, il tenait absolument à être là. Et c'était vraiment quelqu'un de très, très, très courageux. On vous entend assez ému. Vous étiez très jeune lorsque vous avez joué dans ce film. 21 ans, c'était vos débuts, un an seulement après votre premier rôle dans La Graine et Le Mulet. On imagine que donner la réplique à un monstre du cinéma français lorsqu'on est aussi jeune, ça peut être quelque chose de très impressionnant. Ah oui, j'étais très impressionnée, j'avais peur, mais il m'a tout de suite rassurée, il a tout de suite plaisanté avec moi, il m'a tout de suite conseillé sur le métier aussi. C'était vraiment une rencontre formidable, une grande perte pour le cinéma. Oui, vraiment. Bonsoir Avia Herzi, je suis Thomas Borès, le chroniqueur cinéma, et je me posais la question, au moment du tournage, qu'est-ce qui représentait pour vous, c'est-à-dire quel film, est-ce qu'il y a des films qui avaient marqué votre enfance, est-ce qu'il y avait des films clés de Belmondo à ce moment-là, ou c'était plus l'image qu'il dégageait qui vous fascinait? Ma mère était fan de Belmondo, moi j'ai grandi avec tous ses films, donc oui, c'est une légende, C'est vrai que du jour au lendemain, quand on lui dit voilà, tu vas faire un film avec Jean-Paul Belmondo, c'est incroyable. Et mais voilà, après très vite on oublie parce que il nous met à l'aise. C'était quelqu'un de très très généreux, humainement, artistiquement, et voilà, il nous donne, en tout cas. Moi, je l'ai vu parler avec tout le monde, tous les gens qui travaillent autour, tous les techniciens, être très généreux, pas du tout star. Et ça m'avait frappé, cette simplicité, cette grande simplicité. Et d'ailleurs, même après le tournage, je l'ai croisé à des événements et à chaque fois, il me saluait, on discutait. Et ça m'a énormément marqué. Quelqu'un d'accessible, de sympathique, Oui, c'est en tout cas ce qui vraiment. Ressort en dehors de ses qualités d'acteur. Merci beaucoup Avia Herzi d'avoir réagi sur l'antenne de France 24. Il y a un endroit ce soir où l'on parle évidemment beaucoup de la disparition de Jean-Paul Belmondo, c'est Deauville, au Festival du cinéma américain, où l'on va retrouver Clovis Casali. Clovis, quelles sont les réactions à Deauville à l'annonce de ce décès ? Alors, on a visiblement un problème de liaison avec Clovis Casali. On va y retourner à Deauville dans un instant. Thomas Borès, on parlait à l'instant des qualités humaines de Jean-Paul Belmondo.
ce n'est pas l'homme d'un seul rôle. Il était, Jean-Paul Belmondo, dans tous ses films, quelqu'un qui a une carrure, une personnalité qui transcende même les réalisateurs avec lesquels il joue. C'est-à-dire que c'est lui qui imprime sa marque au film. Oui, et ça va être progressif. C'est-à-dire qu'au départ, quand et on est à la fin des années 50, début des années 60, les auteurs, en plus des grands auteurs, ils rencontrent tout de suite des grands auteurs. Donc forcément, Belmondo renvoie une image, mais il est quand même sous la tutelle, d'une certaine manière, de grands auteurs, de grands cinéastes. On a parlé tout à l'heure de Claude Chabrol, de Jean-Luc Godard, mais rendez-vous compte, tout ça, vraiment dans un mouchoir de poche, il tourne avec Peter Brook, Vittorio De Sica, Jean-Pierre Melville, Jean Becker. Et ce qui est intéressant, c'est cette évolution, c'est-à-dire que progressivement, le jeu de Belmondo va s'imposer et un personnage va arriver, c'est-à-dire qu'à la fin des années Bébel. 60, c'est Bébel qui arrive. Et à partir du moment où quelqu'un comme Bébel arrive, finalement, presque les auteurs ont envie de s'écarter. L'auteur, c'est lui. Et c'est vrai que même s'il n'a pas réalisé vraiment de film, il était l'auteur de son propre mythe. Et ça, c'est intéressant. Il était producteur, il avait une main. Surtout dans les années 80, c'était l'homme fort du cinéma français. Il contrôlait tout. Ce qui va, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'écarter un peu du cinéma dit d'auteur, puisque l'auteur, encore une fois, c'était Jean-Paul Belmondo. Rapidement, qu'est-ce qui fait la spécificité de Jean-Paul Belmondo ? Justement, alors, on va dire, c'est un cliché de dire ça, mais le plaisir du jeu, c'est-à-dire s'amuser. Ce qui était intéressant, et ça, c'est un peu un héritier de mon temps, c'est cette idée d'avoir conscience de son jeu. C'est-à-dire de ne pas essayer, il y a une tradition très cérébrale en France, c'est le texte qui prime. Des gens comme Montand, puis Belmondo, vont imposer leur corps, et vont mettre leur corps en avant. Et ça, c'était quelque chose qui est vraiment l'héritier de la comédie américaine. En France, on ne fait pas trop ça. Et quelqu'un comme Belmondo va faire ses cascades, évidemment, c'est le corps qui parle d'un coup. Et d'un coup, on revient presque aux fondamentaux du cinéma, presque le cinéma muet, où c'est d'abord le corps qui agit, un corps dans le cadre qui exprime quelque chose. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. Et en ça que, par exemple, des gens comme Jean Dujardin aujourd'hui se réclament de Belmondo pour cette partie-là, justement. Alors justement, le Belmondo, l'américain, on va en parler avec Clovis Casali, qu'on a retrouvé à Deauville, au Festival du cinéma américain. Quelle réaction à Deauville à la disparition de Jean-Paul Belmondo ? Eh bien, je sors à l'instant de la projection du film Une femme du monde avec Laure Calamy. Et je peux vous dire qu'avant la projection, il y a eu un vibrant hommage pour Jean-Paul Belmondo avec le maître de cérémonie sur scène qui a mélangé un petit peu le français et l'anglais. Nous sommes ici au Festival du cinéma américain à Deauville. Et ce vibrant hommage pour Jean-Paul Belmondo, le visage de la French New Wave, l'acteur physique et le plus aimé des Français. Voilà comment le maître de cérémonie a résumé Jean-Paul Belmondo. Difficile bien sûr de résumer un tel personnage, une telle carrière, icône du cinéma français. Emmanuel Macron, le président de la République, parlait d'un trésor national. Et ici, il y a vraiment eu beaucoup d'émotions à l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo plus tôt dans l'après-midi. Bien sûr du monde du cinéma, mais aussi des gens ici à Deauville, des Normands à qui nous avons pu parler avec Lou Florentin, qui nous parlait de leurs émotions. Chacun avait une petite anecdote. Il y avait des gens un peu plus âgés, peut-être 70 ans, qui nous disaient qu'ils adoraient les capes et les épées, les films d'action de Bébel, de films comme Borsalino aussi, les films de gangsters de Jean-Paul Belmondo, cet acteur avec tant de visages, et aussi des plus jeunes qui nous disaient que Jean-Paul Belmondo avait toujours fait partie de la famille, que pendant les fêtes de famille, on regardait ces films. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions recueillies au micro de Lou Florentin, ici à Deauville. Pour nous, Belmondo, c'est une grande gueule, un des acteurs majeurs. Nous avons décidé de donner le prénom de Stanislas à notre fils, après avoir vu le film de Jean-Paul Belmondo, où il incarne le commissaire Stanislas Borowitz. Quand on était chez les parents, on regardait ça. Ouais, C'était la base. C'était quand même l'icône de l'époque, de l'ancien temps. Alors, ça fait bizarre de savoir qu'il est décédé. C'était une légende. Bah ouais. Je ressens de la tristesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en tant qu'acteur, en tant que personne, quand on voyait lors des interviews. Je sais qu'il a été bien diminué depuis son AVC. C'est triste, c'est quelqu'un de grand qui part.
Voilà, immense tristesse ressentie à Deauville comme partout ailleurs. Merci beaucoup Clovis Casali. Merci également Thomas Borez. On va marquer une courte pause et la disparition de Jean-Paul Belmondo, on en parle bien évidemment dans notre prochain journal. À tout de suite.